Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine et David Morisot. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour David. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons le dessinateur Boris. Bonjour Boris. Bonjour. Exceptionnellement, nous allons découvrir avec toi le travail de recherche d'un vulgarisateur, celui d'un dessinateur de BD. Car le dessin est ta passion depuis tout petit. Diplômé d'une maîtrise d'art plastique, tu as commencé ta carrière en publiant des BD animalières. Tu signes ensuite ton premier album de BD chez Casterman avec Lutte majeure sur un scénario de CK. Puis en 2018, Charogne avec Benoît Videl. Et enfin, sorti en 2022 chez Glénat, la BD qui nous intéresse aujourd'hui sur un scénario de Frédéric Quindet, Albert Londres doit disparaître. Alors, Boris, en toute transparence, donc avec nos auditeurs, nous nous connaissons en fait plutôt bien parce qu'un jour, un peu par hasard, tu as dû tomber sur un des articles de la Société d'Histoire et puis tu m'as écrit un petit mail, c'était en décembre 2019 et puis tu me demandais en fait de te guider visuellement dans le Shanghai des années 30. Donc et puis est venu très rapidement le Covid, puis le zéro Covid chinois et finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Ça me permettait un peu de sortir des confinements successifs, et puis toi aussi de ton côté. Et puis, ça te permettait de visiter la ville telle qu'elle était il y a un siècle. Et j'ai été encore plus ravi quand j'ai découvert le résultat final, parce que tu as réussi à faire ressortir dans tes planches une ambiance qui est parfaitement authentique et réaliste, avec une attention à la géographie de la ville qui te fait vraiment honneur et où on voit en fait que tu y as passé beaucoup de temps et d'énergie. Et donc on voit dans ce scénario Albert Londres, ce journaliste d'investigation qui est si célèbre, en train de naviguer dans le dédale des réseaux de Shanghai dans les années 30, avec sa concession française, très impliqué dans le commerce de l'opium avec les mafias chinoises, avec les autres longs nez de la concession internationale, et puis forcément aussi quand même les Japonais. Et l'histoire est bien évidemment romancée, puisque les découvertes d'Albert Londres ont disparu avec lui dans son voyage de retour. Mais la force du scénario et puis la justesse de tes illustrations le rendent plus que réaliste. Donc voilà, après t'avoir tressé une si belle couronne Oui, de laurier, je absolument. laisse maintenant la parole à Michel pour la première question. La première question qui est à la base de toutes, comment est-ce qu'on se retrouve sur un tel projet, Boris? En fait, c'est Frédéric Kinder qui est à l'origine de ce projet parce que lui est passionné par Albert Londres. Frédéric Kinder est cycliste. Il connaissait donc, le reportage d'Albert Londres sur, le Tour de France. Et a priori, chez les cyclistes, c'est quelque chose qui est très connu et que donc ils connaissent tous Albert Londres à cause de ça. Donc, de fil en aiguille, il a continué à lire la production d'Albert Londres. Il a déjà fait une bande dessinée sur le cyclisme donc et il voulait continuer en fait en prenant cet angle-là sur la fin de la vie d'Albert Londres avec toutes les questions que ça laisse et parce qu'il s'est rendu compte que ça pouvait faire un scénario tout à fait passionnant. Donc voilà, en fait, moi je me retrouve là parce que l'éditeur pensait que mon dessin pourrait correspondre au scénario de Frédéric. Mais alors, comment dessine-t-on et comment travaille un dessinateur? C'est une de mes grandes questions. Comment ça se passe? Alors, ça dépend, chaque album est complètement différent. Là, il faut savoir que Frédéric est également, dessinateur. Il est, illustrateur et il voulait au départ, dessiner cet album et il n'a pas pu, car il avait une vie professionnelle, autre. Donc il y avait un enjeu qui était un tout petit peu compliqué au départ sur celui-là, c'est que, il fallait que je rentre dans un graphisme qui ressemblait au sien au départ, enfin qui était un petit peu entre le mien et le sien. Enfin, c'est comme ça que je l'ai conçu au départ. Lui est un petit peu plus caricatural et moi j'ai pris les personnages de la première scène, je les ai pris. Notamment, il y a un personnage de directeur de journal qui est énorme là, donc là, je l'ai pris directement chez Frédéric et puis j'ai essayé à partir de là de continuer à suivre sa ligne graphique. C'est un travail qui est pas évident, mais après on s'est mis d'accord, on a continué comme ça et finalement ma technique,
graphiques étant très différentes parce que lui travaille à l'encre et moi je travaille au crayon, pour avoir des demi-teintes, voilà, j'ai tiré, gentiment, doucement vers moi, l'univers de Frédéric Kinder. Donc les personnages qui ont un visage plutôt arrondi et ceux qui ont un visage très émacié, hein, caricaturel, c'est vous, le scénariste Heu, Frédéric Kinder? alors effectivement, le personnage avec les rouflaquettes là, Mmh. ça c'est Frédéric. Après je me suis beaucoup vous avez vu en fait Albert Londres est presque dans toutes les cases et je me suis accroché au personnage d'Albert Londres qui est très, très, très iconique avec son crâne dégarni, ses cheveux un petit peu en bataille, son petit bouc soigné néanmoins et à ce moment-là, il avait pris un peu de poids, donc il est vraiment tout rond. Oui. Alors là, on a vu les relations entre le scénariste et le dessinateur, mais qu'en est-il des relations entre le dessinateur et le coloriste? Parce que là encore, dans votre album, il y a des choix de couleurs qui sont absolument splendides. On a une Setota qui fait ambiance des années 30, alors peut-être même polar. Comment ça se passe là aussi? Elle est terminée? Qui colore? Comment ça se passe? Là, il s'appelle Brice Follet. On avait déjà travaillé ensemble sur, le premier album que j'avais réalisé et je trouve que ce garçon a énormément de talent, donc en fait, je lui ai laissé faire, je lui ai laissé chercher toutes les gammes chromatiques, c'est lui qui a cherché et on a travaillé à la fin un petit peu ensemble pour remettre un petit peu les choses on va dire en espace. Parce que lui est très fort sur les gammes chromatiques et parfois, en revanche, il travaille beaucoup en aplat parce qu'il travaille beaucoup pour la jeunesse. Moi, parfois, j'ai remis un petit peu des ombres et tout, je repassais derrière avec son avec son agrément, bien sûr, pour essayer de mettre un tout petit peu plus de profondeur. Mais tout était là, quoi. C'était vraiment un travail après de on se mettait d'accord après. Mais vraiment les gammes de couleurs, qui sont effectivement assez incroyables, c'est lui. La couleur, c'est un domaine, complètement dingue. On a envie que ça soit magnifique, que ça nous étonne et tout et puis en même temps, on a envie quand même de conserver une certaine dose de réalité pour faire croire à l'époque. Donc en fait, c'est une espèce d'équilibre très fin ouais, ouais, il est très fort ce garçon. Là, quand il remonte avec la jonque, c'est pareil, Oui, il m'a dit: oui. «Oh, je sais pas ce que je vais faire, j'ai envie de vert, je vais faire du vert». Je je voyais pas comment c'était possible et puis, ah bah oui, ça tient quand même, quoi. Donc je sais pas, il y a c'est magique. Parlons, maintenant d'Albert Londres. Est-ce que tu peux nous dire qui il est? Qu'est-ce qu'il fait à Shanghai? Voilà, où s'arrête dans le livre le la légende et la réalité? Enfin, où s'arrête la réalité, pardon, et où commence la légende? Alors, Albert Londres, hein, parce qu'on connaît son nom, mais finalement les gens le connaissent assez peu. Donc Albert Londres est journaliste, un journaliste français qui a commencé une carrière de grand reporter en 1914, parce qu'il a signé pour la première fois un article en 1914 sur le bombardement de la cathédrale de Reims. Et à partir de là, son nom apparaît dans les journaux et il va suivre tout le conflit, de la Première Guerre mondiale, en différents endroits, je crois. Je crois qu'il a dû commencer dans les Ardennes et puis après, en fait, il est passé très vite, du côté de la Grèce, là-bas en bas, du côté des Dardanelles. Et ça va lui faire une solide, réputation et il va, continuer après toute sa vie. Il va ça c'est celui qui invente le grand reportage, en France, ou c'est celui qu'on cite en tout cas comme étant j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'autres journalistes à la même époque, mais c'est vraiment un nom très, très important. Il était très attendu quand, les journaux paraissaient avec un article à lui. J'ai lu, je pense que c'est vrai que quand Albert Londres faisait des reportages, il doublait le tirage des journaux, en fait, parce que, il était très, très, très attendu. Il arrive à Shanghai en 1932, on ne sait pas pourquoi. Il le cache. Néanmoins, il arrive quand même au moment où un conflit, important, va démarrer et il profite de sa présence, parce qu'il est quand même payé par un journal qui s'appelle Le Journal et il va faire une série de reportages qui seront publiés d'ailleurs on va pas dire en direct, mais à chaque fois très rapidement puisqu'ils sont câblés, à Paris et il va faire une série de, je crois de mémoire 26 reportages sur la guerre à Shanghai et après il part en Chine et on ne sait pas où. Pendant 49 jours, il disparaît. A priori, il a dans l'idée de faire un grand reportage très, très important, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais donc il a fait un tour en Chine et il est revenu à Shanghai, en disant qu'il avait le reportage qui allait,
être le sacre de sa carrière. Il a dit ça à des gens un petit peu sur le bateau, qui le ramenaient vers la France. Bon, vous l'avez un petit peu dit, déjà, mais heu, on on vous connaissez très bien, enfin, en tout cas, autant que se peut, la vie d'Albert Londres. On assiste à l'arrivée d'Albert Londres, hein, qui descend, de la côte, un paquebot des messages maritimes. On le suit à travers la Chine. On le voit aussi rencontrer des personnages importants. Certains sont connus, hein, comme les Langevillard. On les connaît pas parce que, bah, ma foi, leur destin sera un petit peu cruel. D'autres moins, comme par exemple sa rencontre avec le japonais Uyuda, qui était le commandant en chef du corps expéditionnaire, japonais, et un autre personnage, Tai Tsinkai, qui était le commandant de l'armée de la 19e route du Oui, Kuomintang. Il y a même la rencontre avec, Monsieur Pu, qui fut son interprète, lors dans son premier voyage en Chine. Alors c'est faits très précis. Vous les avez trouvés, à travers des livres, à travers, des articles? Comment vous avez recréé ouais, cette ambiance ça et ces faits? ça c'est toute la partie, des reportages qui sont publiés, de façon posthume dans un livre qui s'appelle La guerre à Shanghai, pour les généraux et les interviews avec les généraux. Elles sont effectivement dans le livre, de la guerre à Shanghai. Monsieur Pu, en revanche, c'est son traducteur en 1922, quand il fait son premier voyage en Chine, en 1922. Parce qu'il est très dur avec lui, il se Ouais. moque de lui, tout ça, en 1922. Ce qu'il écrit, il est assez terrible, en fait. Donc c'était drôle que Frédéric, le récupère pour en faire un personnage qui tout d'un coup prenait qui avait une étoffe et une ampleur qui était un peu plus importante, en fait, hein. Donc c'était pas mal. Donc voilà, là j'ai répondu pour, ouais, Guerre à Shanghai, et le premier c'était La Chine en folie, qui était, c'était dans le recueil s'appelle La Chine en folie. Pas eu beaucoup de photos pour ces personnages-là, mais il y en avait quand même. Le général chinois était facile à dessiner, Ueda c'était moins facile, mais et surtout, en fait, normalement ça se passe à l'ambassade japonaise, et là Mmh. en revanche, j'avais rien sur l'intérieur ce qui est toujours compliqué dans la documentation, c'est de trouver des intérieurs. Les extérieurs, ça va, mais les intérieurs, c'est toujours très compliqué. Donc là, j'ai un peu brodé, j'ai resserré les cadres pour que ça soit à peu près, possible. Ça nous permet d'enchaîner sur la question des visuels, en fait, parce que, ce qui nous a beaucoup, frappé, c'est que tu as réussi à recréer une atmosphère visuelle qui est très réaliste. On voit par exemple un policier indien, enfin c'est des choses, qu'on voit sur les photos d'époque, la fumerie d'opium aussi, elle est aussi très, très réaliste. Et donc tu as réussi à recréer ça, de manière, qui est très concrète. Donc, voilà, quelle source tu as consulté? Tu m'as bien aidé. On a le droit de le dire. Pour la fumerie d'opium, c'était plus un bricolage parce que, on peut pas s'empêcher de penser à Hergé et au Lotus bleu. Donc je me suis servi d'images d'archives, d'images, que j'ai vues sur internet, et je me suis effectivement aussi servi du Lotus bleu pour faire un bricolage. Je pense qu'Albert Londres a servi pour créer le personnage de Tintin. Donc c'était rigolo de le faire dans l'autre sens, de faire un hommage qui revenait dans l'autre sens. C'était Albert Londres qui devenait, un personnage de bande dessinée, et donc en fait, il se baladait dans des décors qui pouvaient ressembler à du Tintin aussi. Mais en Ah oui, revanche, on peut pas oui, s'empêcher en fait de faire cette comparaison entre, Tintin, le Lotus bleu, Hergé et le travail que tu as fait parce qu'on ressent au-delà de l'époque, de certains visuels, et de l'ambiance, on ressent aussi le même travail de recherche. Hergé, sur le Lotus bleu a fait un énorme travail de recherche, y compris sur l'art chinois, et cetera, et on ressent de la même façon un travail de fond qui a été réalisé de votre côté aussi. ouais, il y avait un enjeu, c'est que le Lotus bleu, je trouve que les cadres sont très serrés parce qu'il devait manquer de documentation justement, et en fait, on est très, très collé au personnage, et donc une de mes obsessions, c'était d'ouvrir les décors pour arriver à montrer la ville de façon plus importante. Parce que je trouvais que c'est un peu étouffant dans le Lotus bleu, même s'il met des fois, il met des grandes cases, je trouve que ça suffit pas. Mais donc effectivement, je me suis battu avec le Lotus bleu, c'est-à-dire que je voulais faire je voulais m'en servir,
éviter cet écueil-là, en fait, où il était un petit peu enfermé. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation, beaucoup de photographies, oui. Ce qu'on Oui, pardon. reproche souvent au Lotus Bleu, c'est de pas du tout mettre en valeur la concession française. On la voit absolument pas dans le Lotus Bleu, elle est même pas mentionnée. Alors que toi, ce que tu as réussi à faire, enfin, il y a un magnifique dessin du cercle sportif, par exemple. On voit le Bund jusqu'au Quai de France. Voilà, là, en tout cas, tu as fait honneur à l'intégralité de Shanghai et pas simplement une petite partie un peu idéalisée. Un peu chinois, enfin, dans la tradition des chinoiseries d'une certaine façon. Ben, en fait, je suis tombé, quand j'ai dit: «Oui, je vais tenter, cette histoire», enfin, je vais tenter de le dessiner. Frédéric avait fait que des illustrations. J'imagine que c'était pour le côté exotique, pour donner envie à l'éditeur, mais il avait fait que la partie chinoise. Et quand j'ai commencé à dessiner, mais je voyais que des j'ai commencé à faire mes recherches, je voyais que des bâtiments occidentaux et tout ça, c'était je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette ville? Je ne comprends rien, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où je suis». C'était impressionnant. Oui, il a fallu un grand, grand, grand moment d'immersion pour comprendre comment ça pouvait un petit peu qu'est-ce que c'était que cette ville en 1932. Compliqué, hein. C'était, pas évident du tout. Mais écoutez, merci de tous ces renseignements, Boris. En tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, je comprends plus, comment fonctionne le rôle, d'un scénariste, d'un dessinateur et d'un coloriste. Là, franchement, je ne savais pas du tout et puis bravo pour toutes ces recherches et puis cet album très réaliste sur Shanghai, vous avez raison, et sur la C'est Chine, d'ailleurs. Alors c'est rigolo parce que j'estime pas que mon dessin soit particulièrement réaliste, donc c'est rigolo que vous le ressentiez comme ça. J'essaye de ah oui. pousser un petit peu la les personnages sont un peu caricaturaux parfois quand même. Enfin, j'essaye d'être à la limite, mais Je pense que ce qui nous a touchés, parce que et c'est ce qu'on vient de se dire en fait, c'est que souvent la Chine, elle est idéalisée, surtout cette époque-là, et c'est vu comme un pays exotique, avec des jonques sur le Yangtze, des belles gorges et des choses comme ça. Et c'est rare, en fait, de montrer Shanghai telle qu'elle l'était, c'est-à-dire une ville qui était très cosmopolite, avec cette architecture qui était très européenne, et avec cet embriquement de toutes les nationalités différentes qu'il y avait à l'époque, dans un contexte géopolitique qui était très particulier. Donc je pense que c'est ça qui nous a séduits, parce qu'en fait, c'est rarement décrit aussi bien. Boris, je rappelle, les références de cette bande dessinée. À Londres doit disparaître, qui est paru aux éditions Glénat, dans la collection 13 étranges en 2022. mmh. Je précise que ça serait utile que la bande dessinée existe aussi sous format Kindle, donc Ah oui. accessible depuis la Chine, pour ceux Ah oui, c'est ça, c'est qui le peuvent. Voilà. Heu, Quel est votre projet maintenant? Quel est votre projet pour demain? pour demain. Pour ben, tout à l'heure là, je vais reprendre, ma planche que j'ai lâchée là. C'est l'adaptation d'un romancier qui s'appelle Frank Buis et c'est un roman qui s'appelle Grossir le ciel. C'est complètement différent, c'est les Cévennes en hiver. Mais là, j'ai pu y aller, j'ai pu aller faire des photos. Là, Non, bah, c'est écoute, tu es bienvenu à Shanghai, un de ces 4. Tu as offert généreusement un exemplaire au lycée français qu'on a remis, il y a quelques semaines maintenant, et oui, donc ça serait avec très grand plaisir, tu vois? On lance quelques perches à certaines personnes qui nous écoutent, mais ça serait un grand plaisir pour que tu viennes, le présenter, je sais pas, au lycée, à l'Alliance française, que ça soit à Shanghai ou dans d'autres villes, en Chine, j'en sais rien. Le message est avec passé en grand tout cas. avec grand plaisir. Vraiment. Merci en tout cas, merci pour tout, merci pour ton temps, et à très bientôt. Merci Avec Boris. plaisir. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.